Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, lundi, mercredi, vendredi, 21h, minuit, Méta TV, méta.tv ou métatv.org, c'est au choix. En tout cas, c'est bien la saison 3 et comme d'hab, un grand bonjour à la régie, un grand bonjour aux modératrolls connectés, ils sont pas beaucoup ce soir, il est tout seul aussi, et puis à tous les métanautes bien sûr, qui sont au taquet pour une émission avec Alain Benajam. Salut bonsoir. Alain. Donc, bonsoir. Alain Benajam face au public. Alors j'explique face au public parce qu'il y en a qui me disent mais c'est quoi face au public? J'y suis toujours les plats. Voilà. J'ai fait la première émission. Face au public, et en plus qu'à chaque fois que tu viens, il y a très peu de temps aux questions, on n'a pas de temps et tout. Alors justement, on s'est dit comme ça, on va faire une formule. Alain va être l'initiateur, le premier, mais il y a une autre émission qui est prévue bientôt avec Adrien Abosi sur le même principe, qui est, on va prendre les questions dès le début. En fait, ça va être un genre de libre antenne, bisso nabisso, comme on dit, mais en plus avec un invité. Vous voyez, c'est libre antenne avec un invité, voilà. Et le chat de questions, par contre, est toujours réservé aux questions, ça change pas. Je dis ça pour les petits malins qui confondent les chats. D'ailleurs, il y a plusieurs onglets, on va pas vous le redire, mais public, questions, direct, spiritualité. Et les gens qui ont des articles, ça sert à rien de les mettre dans le chat public, il y a un onglet article, c'est fait pour. Voilà, en tout cas, on va commencer cette émission parce qu'on a décidé de parler d'actualité aussi, de se faire un fil d'actualité de toute façon, et vous aussi, j'imagine, l'actualité, c'est quelque chose qui est là plus que... On a envie de dire quoi? La France, pas à feu à sang, mais la France, en tout cas, fâchée. Une France, cégétisée, des terroristes, des voyous, Alors là, on a tout entendu, Pierre Gattaz, donc, le patron du MEDEF, le MEDEF, qui nous a dit ce sont des terroristes, il les a comparés, puis il a quand même rétro-pédalé le lendemain, il a dit non, c'était, j'ai dit ça, mais c'était inapproprié, j'aurais pas dû employer le terme terroriste. Ils se sont lâchés. Ils sont franchement lâchés. Ils se sont lâchés. Moi, j'ai l'avantage d'être vieux. C'est un avantage et un inconvénient. Pour mes genoux, c'est un inconvénient. Mais je peux... me rappeler comment que ça se passait par ailleurs, parce que j'ai été membre du Parti communiste pendant 29 ans, j'ai adhéré au Parti communiste à 18 ans en 1963, et un Parti communiste, comme je disais tout à l'heure, qui n'avait strictement rien à voir, ni de près ni de loin, avec le pseudo-Parti communiste maintenant. C'est quoi la majeure différence? Parce que quand même, il faut revenir là-dessus. C'est quoi entre ce Parti communiste d'après-guerre, on va dire, et le Parti communiste version 2.0? Il y a tout un ensemble de différences. Je les cite pas dans l'ordre. On va dire les grands pas dans l'ordre. Le Parti communiste faisait partie du mouvement communiste international, comme on dit. Donc, il y avait une relation à l'international qui était puissante. C'est-à-dire qu'il y avait une vision globale du monde, qui manque aujourd'hui, et on va aussi parler de cette vision globale du monde, qui fait que les luttes sociales étaient ramenées aux luttes anti-impérialistes. Tu vois, quand on manifestait pour la paix au Vietnam, et on manifestait pour des salaires décents pour la défense de la sécurité sociale. C'est-à-dire le Parti communiste reliait tout ça, et aujourd'hui, il n'y a aucun parti, aucune structure qui veut même relier cet ensemble-là. Voilà, il y a cet aspect. Il y a le Parti communiste avait une culture marxiste profonde, c'est-à-dire qu'il y avait des intellectuels marxistes et des analystes économiques de haut niveau, avec notamment toute cette analyse sur le capitalisme monopoliste d'État dont on a souvent parlé ici. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est que l'impérialisme? Et donc on avait un parti anti-impérialiste et qui avait aussi pour courroie de transmission la CGT, si tu veux, tu vois, et qui arrivait à globaliser l'ensemble des luttes. Et puis aussi, il y avait l'URSS. Et donc il y avait des liens entre l'URSS et le Parti communiste, comme chacun peut bien le comprendre, et que... Parce qu'on a souvent accusé, justement,
à l'époque, l'URSS de financer les partis communistes. Alors, il ne le finançait pas européens, directement, mais... Alors, le PCF et les Italiens aussi en Italie. Oui, alors il ne le finançait pas directement, mais il faisait mieux que de le financer, puisque tout l'import-export entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest passait par le Parti communiste. Je te dis que ça faisait du pognon. Ça faisait du pognon. Ça faisait plus que du financement direct. Donc l'URSS n'avait pas besoin de financer le Parti communiste qui avait à peu près 200 entreprises privées et qui changeaient perpétuellement. Donc ça allait de la machine-outil à l'exportation de bagnoles, aux fringues, tout ce qu'on veut. Bon. Donc ça c'était une époque. Et puis, il y avait des gens qui avaient encore adhéré au Parti communiste, soit pendant la guerre, soit à la Libération, qui en étaient les dirigeants, et qui avaient adhéré sur le Parti communiste sur une base nationale. C'était US Go Home, c'était quasiment la France aux Français, c'était produisons français, c'était attention aux flots migratoires, etc. Hein. Donc, il y avait une vision internationale et nationale. Parce que l'international ne va pas sans le national. L'internationalisme, ce n'est pas le mondialisme. L'internationalisme présuppose des nations. Voilà. Et donc, il y avait toute cette capacité d'analyse et de lutte qui a disparu. Quand les puissances occidentales, la France et l'Angleterre, ont bombardé la Libye, si ça avait été 30 ans avant, il y avait 50 000 personnes dans la rue. Ben voilà. Donc aujourd'hui, cette lutte, cet aspect anti-impérialiste a complètement disparu et que aujourd'hui, les regatons du Parti communiste, les quelques rigolos qui restent, ne sont plus communistes, sont de gauche. Oui, j'ai fait un article sur la gauche, dernier rempart du capitalisme. Aujourd'hui, la gauche est effectivement le dernier rempart du capitalisme. Pourquoi ? C'est parce qu'elle développe une idéologie de mondialiste, d'intervention humanitaire et d'acceptation des flots migratoires sans en analyser la raison. Hein, si nous, on porte attention sur les flots migratoires, c'est pas pour dénoncer des Arabes ou des Noirs, etc. Ouais, mais est-ce que la gauche, elle n'est pas... j'ai envie de dire, dans sa tradition la plus pure, parce qu'on peut faire le lien entre ce qui s'est passé sous la Troisième République, entre, je veux dire, à la fin du 19e siècle, où tu as l'ensemble de la gauche qui dit « allons coloniser parce que la France a une mission civilisatrice, etc. » On est plein de bons sentiments. Et puis aujourd'hui, la même gauche version 2.0, on va dire, avec des Kouchner, etc., qui nous parlent d'ingérence humanitaire, il faut intervenir pour sauver les peuples, au nom des droits des peuples, etc. Mais bon, oui, ça s'inscrit dans une même logique un peu. Ouais. On a parlé, lors de ma dernière intervention, on a parlé de la gauche et du fascisme de gauche. Hein. On a développé largement ce thème-là. C'est vrai que ce qu'on appelle la gauche, en fait, personne ne peut décrire réellement ce que c'est que la gauche. Il n'y a pas une description, il n'y a pas une analyse marxiste de la gauche. On a vu que la gauche, elle est venue... Comment on a placé les républicains et les royalistes. Les républicains à gauche, les royalistes à droite à l'Assemblée, puis après, c'est devenu comme ça. Bon. Mais dans les républicains, il y avait des bourgeois, si tu veux, et il y avait des mondialistes, et dans les royalistes, il y avait peut-être des nationalistes. Donc si tu veux, ça s'est fait comme ça. Après, on a mis les marxistes à l'extrême gauche, mais... les marxistes, c'est ce qu'ils sont... Moi, je me suis toujours posé la question, quand j'étais membre du Parti communiste, est-ce que je suis vraiment à gauche ? Je sais pas, moi, j'ai jamais dit que je suis à gauche. Je suis communiste, je suis pas à gauche. Si tu veux, j'ai rien à voir avec des socialistes. Rien à voir, si tu veux. Hein, ceux comme Mitterrand, qui faisaient couper des têtes en Algérie, qui menaient la répression... Rien à voir avec ces gens-là. Les socialistes ont toujours été pour les guerres coloniales, tu vois. Bon. Donc aujourd'hui, cette partie marxiste, ouvrière et prolétarienne aussi, quand j'ai adhéré au Parti communiste, la plupart des adhérents, c'était des prolos.
des ouvriers d'usine, des véritables prolos, quoi. Hein? Et puis maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pourquoi il n'y a plus de prolos Il y a plus d'usine. Non, mais il y a toujours des prolos, mais les prolos d'aujourd'hui, ce sont des immigrés. Ah oui, voilà, le nouveau prolétariat. Le nouveau prolétariat sont des immigrés. Et puis les prolos de ton époque qui votent Front National, de toute façon. Oui, et les prolos de mon époque, il n'y en a plus. Et dans les usines, ce sont des immigrés qui la ferment, qui ne sont pas syndiqués et qui font profil bas. Et voilà, donc les choses qui n'ont pas de tradition révolutionnaire, si tu veux. En France, il y avait des traditions révolutionnaires avec encore la Commune de Paris qui était extrêmement présente, et puis toutes les luttes sociales qu'il y a eu au cours du 19e siècle, qui faisaient qu'il y avait des traditions révolutionnaires. Bon, mais aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus. Hein, ça n'existe plus. Alors maintenant, tout le monde est stupéfait de voir la CGT émerger avec des drapeaux rouges, de voir un Martinez avec des grosses moustaches façon Renaud Billancourt, je crois qu'il sort de là, tu vois. Voilà, et on le traite de beauf, tu vois. Bon, c'est un peu une curiosité, donc c'est un petit peu retour en arrière, sans être réellement en retour en arrière, hein, parce qu'on ne refait pas l'histoire, mais il y avait une nécessité quand même d'organiser des luttes sociales, parce que les gens ne sont pas contents. Donc voilà, je ne vais pas m'égarer, tu m'as posé une question sur la différence, sur ce qu'il y avait... fondamental, quoi, à l'époque, entre cette gauche et cette droite, je veux dire, cette gauche d'aujourd'hui et cette gauche d'avant. Mais c'est vrai, ce que tu dis, que la gauche d'aujourd'hui ressemble furieusement à ce que pouvait être Jules Ferry et la gauche colonialiste de toujours. Hein. Ouais, il y a un lien. C'est la même. Il y a et vraiment... puis, de toute façon, ils font toujours référence à ce putain de Jules Ferry. Ah bah, c'était... ça, oublier le discours de Hollande sur Jules Ferry. Voilà. Donc c'est quelqu'un... Dieu sait s'il était raciste, on pourrait même le traiter de facho, quoi, ce mec-là, quoi. Ouais. Alors justement, on me dit, Alain, qu'est-ce qu'on doit réellement craindre de la politique agressive des États-Unis à la frontière russe, avec le déplacement d'armement ou encore les avions espions chaque semaine interceptés dans l'espace aérien russe? Y a-t-il vraiment un risque de dérapage ou quoi qu'il arrive, l'équilibre de la terreur évitera une guerre directe? C'est-à-dire que effectivement, il fait référence là à un certain nombre d'incidents qu'on a rapportés. Ouais, c'est important. Des avions américains qui ont été interceptés à la frontière russe par l'aviation russe. Il parle de ce qui se passe, du déploiement de force qui a été fait par les Russes du côté de la frontière, on le sait, avec la Lituanie et à Kaliningrad, hein, la fameuse petite enclave dans l'Est, et évidemment les troupes américaines qui elles aussi paradent. On a vu en Allemagne, on a vu en Lituanie, on a envoyé plein de soldats en Roumanie aussi, en Bulgarie, tout ça. À quoi on joue? On montre des pecs, c'est un peu le combat de coq qu'ils font. C'est important d'évoquer ça, de toute façon on l'aurait évoqué. De toute façon on en parler alors. Donc nous savons à la base, et ici on en a souvent parlé, que depuis des centaines d'années, depuis toujours, la thalassocratie cherche à prendre pied dans ce qu'on appelle le Heartland. Thalassocratie, il faut y entendre. Thalassocratie. L'Empire britannique, donc. Et américain. L'Empire anglo-américain, on va dire. Voilà. Donc on a montré des cartes, et donc les anglo-saxons sont les ennemis perpétuels de la Russie, quel que soit le régime, qu'il soit tsariste, communiste, n'importe quoi, ils s'en foutent. J'ai écrit des articles où on voit des affiches anti-russes du 19e siècle, tu vois. Le méchant russe, après c'est le méchant communiste, après c'est le méchant Poutine. Le russe, ce sera toujours le méchant pour des raisons qui sont purement géographiques. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, l'impérialisme, ce qu'on appelle l'impérialisme, c'est-à-dire c'est l'État financier. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est pas un État-nation, c'est un État financier. C'est-à-dire que tu as des financiers qui se sont accaparés un État.
voilà, et qui ont une monnaie, le dollar, et c'est ce qu'on appelle l'oligarchie mondialiste. Donc ces gens-là ont une armée, et évidemment, ils aimeraient bien faire la guerre à la Russie, hein, puisqu'il y a un moment donné, du temps de Yeltsin, c'était pas la peine, ils avaient déjà mis la main. Il y avait Yukos, ils avaient déjà mis la main sur la Russie. C'était terminé, pour eux, ils pensaient que c'était terminé. Manque de peau, il y a Poutine. Donc il faut qu'ils fassent du rétropédalage, il faut qu'ils se remettent en posture. Mais manque de peau, on a vu que les capacités techniques militaires des États-Unis, c'était plus ça. On a fait une émission sur la guerre navale et sur l'armement et sur la confrontation entre la Russie et les États-Unis, entre la 6e flotte et la flotte russe, devant les côtes syriennes. On a vu que les Amerlocs, ils sont partis la queue entre les jambes. Caïcaï. Ils ont tiré de pruneaux, ils se sont fait descendre. Terminé. Donc, les militaires états-uniens, qui sont des ingénieurs, des techniciens, ils ont dit, voilà, pour des raisons, tac, 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 rapport, on peut pas. Donc, on s'en va. Donc, pour l'instant, ils en restent à cette idée qu'on peut pas. En plus, en Syrie, les Russes ont démontré des capacités de précision, de tir de missiles, et puis surtout, ces fameuses armes qui éteignent complètement qui rendent aveugles en fait qui aveuglent complètement le système Aegis. Tu vois que les Américains ont un système de communication Aegis qui fait sur les croiseurs, le top de la marine américaine. Top américain qui se fait survoler par un avion qui a un conteneur en dessous, puis paf, il n'y a plus rien, puis les autres quasiment ils chient dans leur froc, quoi. Ils croyaient vraiment qu'ils allaient y passer. Donc, du point de vue guerre conventionnelle, c'est pas la peine. Si les États-Unis essayent, c'est terminé. Bon, ils peuvent pas. Donc, mais pour eux, quel est leur plan d'action? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Quelle capacité de nuisance ils peuvent mettre en route? Ils peuvent mettre en route des capacités de nuisance comme, par exemple, les embargos, les sanctions, les choses comme ça. Ça, c'est une mesure diplomatique, on va dire. Ça, les sanctions, ça marche, ça a bien marché, parce que la Russie a pris un sale coup avec les sanctions. Oui, ça a fait couler un peu le rouble. Ça a fait couler le rouble, et au travers des sanctions, eux, ce qu'ils espèrent, c'est que les oligarques se rebiffent et refassent un coup d'État pour virer Poutine, premièrement. Hein, surtout ça, parce qu'ils pourraient espérer faire une révolution colère en Russie. Par contre, ça a consolidé sa cote de popularité auprès des Russes. Parce que les Russes se sont sentis agressés de cet embargo. Nous, on s'en rend pas compte, mais là-bas, j'ai bien vu les réactions. Les gens sentent que c'est une agression pour eux. Clairement, ils se sentent punis, quoi, un peu. Parce qu'ils se posent toujours comme ça, un peu, les États-Unis. Ils punissent les peuples, les Russes sont punis, voilà, vous êtes punis. Alors, pour répondre plus précisément à la question, au travers ces gesticulations sont destinées aux peuples occidentaux pour essayer de montrer, vous voyez, les Russes sont agressifs, on est bien obligé de faire ça, on est bien obligé, hein, et donc on est bien obligé aussi de continuer les sanctions. Une confrontation directe. Une confrontation, alors il faudrait... Si la mère Clinton arrivait au pouvoir, la folle, mais bon, je crois pas. De toute façon, c'est toujours l'État profond qui gouverne, et in fine, ce sont les militaires, donc... Bon, la mère Clinton, même si elle gagne les élections, ils vont lui coller une grosse picouse de calmant, mais quand même, elle est dangereuse, quoi. Oui, parce que c'est une interventionniste, elle, affichée. Elle, anti-russe, très hostile aux Russes, évidemment une politique, elle, dans la continuité Bush, Obama, mais j'ai envie de dire un mélange des deux, c'est-à-dire à la fois la guerre des drones et la guerre au sol. Donc pour répondre, pour terminer, c'est... La guerre mondiale, pour l'instant, non, hein, mais mettre en œuvre des mesures de nuisance contre la Russie de manière à faire pression intérieure pour virer Poutine, oui, ça c'est sûr. Alors, on me dit, bonsoir, quelle est votre analyse sur le retrait de l'ambassadeur turc
en Allemagne. Ah oui, bon, écoute, moi je ne s'étais pas informé, tu connaissais ça? Si, oui, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce que les Allemands et Merkel ont admis qu'il y avait eu un génocide contre les Arméniens. Ah, voilà. Et donc, les Turcs refusent depuis toujours d'admettre qu'il y ait eu ce génocide contre les Arméniens et les chrétiens. D'ailleurs, il n'y avait pas que les Arméniens. Il n'y avait pas que les Arméniens, ouais. Tout ce qui était chrétien. Et donc, tout ça montre toutes les contradictions de la gauche-droite bien pensante. Les Arméniens, de toute façon, ils étaient chrétiens. Tu vois, donc ils n'ont pas voulu, mais donc l'allié de l'OTAN, lui, il n'est pas content. Voilà, bon, c'est des péripéties internes. Mais bon, c'est vrai que la Turquie, sur ce sujet-là, ils aiment pas trop, parce que nous aussi, en France, il y a une loi, je crois, qui reconnaît le génocide arménien, oui. Et la Turquie était très fâchée que les Français se mêlent de ça. D'ailleurs, ils se cachent un peu derrière leur petit doigt, derrière cette histoire, il faut bien le dire, parce que j'ai entendu, moi, les discours des responsables turcs, ils disent « Ah, c'est pas nous, c'est l'Empire ottoman ». C'est un peu se cacher derrière son petit doigt. « Ah, c'est pas moi, c'était les rois de France ». Mais bon, il y a une espèce de continuité, quoi qu'il arrive, entre la Turquie et l'Empire ottoman, puisque c'est eux-mêmes qui se prétendent les héritiers des Ottomans. Mais on prend... nos amis turcs ne prennent que ce qu'ils veulent, qui est bien chez les Ottomans, et pas le reste. En plus, il y a beaucoup de Turcs qui nous regardent, j'imagine. Donc, les Turcs, quand même. Alors, ouais, toujours aussi, il y a le problème kurde aussi en Turquie. Ça aussi, c'est une autre épine dans le pied des Turcs, parce qu'on a beaucoup parlé avec Thierry ici sur ce fameux État, qui Kurdistan, qu'ils veulent faire en Syrie. Et ce que j'ai trouvé très impressionnant, c'est que récemment, il y a eu donc le Festival de Cannes, et il y avait notre ami, très cher à tous, Bernard-Henri Lévy, qui présentait son film. Figure-toi que c'était sur les Peshmerga en Syrie et sur le futur État kurde. J'ai trouvé ça très très intéressant, tu vois, que ce lien... Thierry a fait un article il y a quelques jours, et en critiquant la politique russe, ce qui n'arrive pas souvent, et en disant que les Russes et les États-Unis se mettent le doigt dans l'œil. Ah, parce que les Russes sont d'accord pour créer cet État kurde. Donc ah, d'accord, donc cet État est une création américano-russe. Et que les Russes soutiennent les Kurdes, alors que... les Kurdes sont partagés parce qu'il y a... Alors, parce qu'il y a les Kurdes d'Irak, il faut bien, donc de Massoud Barzani, c'est ça. Donc eux sont pro-Israël, etc. Eux, ils sont dans la main des Américains. Après, il y a les Kurdes. Il y a le YPG, qui est une antenne du PKK. L'antenne du PKK. Qui sont d'ex-Turcs qui se sont réfugiés en Syrie. Et à qui on a accordé la nationalité syrienne. Voilà. Donc eux, ils sont partagés. Parce qu'ils ne savent pas, parce que quelque part, les Syriens ont été bons avec eux, quoi. Ils leur mettent un coup dans le dos, quand même, mais bon. Il y a le traître qui s'est mis d'accord, parce que tout ça, c'est aussi une histoire qui a été concoctée par Juppé et par les Français aussi, qui se sont mis d'accord pour créer cet État kurde en Syrie, et d'accord avec Erdogan pour vider les Kurdes de Turquie, pour les mettre là. Voilà. Et aussi, au passage, alors ce qu'expliquait Thierry dans les émissions, c'est qu'on va devoir virer les populations arabes pour les remplacer par des Kurdes, parce que pour le moment, le rapport numéraire, il n'est pas en faveur des Kurdes, qui apparemment seraient très loin de la majorité. C'est une majorité d'Arabes, et on va virer ces populations arabes pour installer ces populations kurdes qui seront... in fine, en plus, beaucoup venus de Turquie, parce que la Turquie, c'est quoi son intérêt? C'est de se virer, les Kurdes. Kurdes qui représentent, alors j'avais été regarder le chiffre impressionnant, presque 30% de la population turque. On a plus de 25-26%, quelque chose. Enfin, plus du quart de la population totale turque et kurde, en fait. Donc c'est un énorme, ça représente des millions de gens. Alors, problème compliqué, et attention, les Kurdes jouent un jeu... Ils jouent un jeu entre les deux. C'est-à-dire à la fois, on sait que le responsable du YPG, il avait soutenu Bachar el-Assad dans un premier temps, puis ensuite il avait tourné sa veste. Barzani, on sait, lui, il est du côté des Israéliens et des États-Unis, etc. Il y a le PKK qui se bat à la fois contre Erdogan, mais à la fois qui trouverait son intérêt dans cet État kurde. Parce que eux, c'est quoi le PKK aussi? Je crois ils veulent prendre une partie des terres sur la Turquie. Ça, par contre, les Turcs veulent pas en entendre parler. Le PKK, ils veulent un Kurdistan turc. Voilà. Point à la ligne. Voilà.
Ils veulent pas des Irakiens et non, des... non, ils veulent d'accord. Ouais. un Turkistan turc, donc c'est l'ennemi juré de Erdogan, et le YPG, qui est l'antenne syrienne du PKK, lui est divisé en deux. Et divisé en deux. Voilà. Ok. Mais en tout cas, le PKK est considéré comme certains, enfin pour les Turcs, comme une organisation terroriste. Hein, puisque il est pourchasse impitoyablement. On a même vu des troupes kurdes qui sont rentrées dans le territoire irakien, qui sont allés jusqu'à Mossoul, hein, il me semble bien. Et puis ils étaient, je ne sais plus quoi, une armée de 2000, 3000 soldats turcs pour poursuivre le PKK. Et puis devant, on va dire, au bout d'un moment, les Irakiens en ont eu assez. Ils ont dit il faut quand même arrêter cette ingérence totale, parce que c'est un acte de guerre, et puis ils se sont retirés petit à petit. Bon, peut-être les États-Unis qui ont dû les dire, c'est bon, retirez-vous, ne restez pas trop près. Alors, on me dit, pensez-vous que l'initiative de la diplomatie française, avec une conférence internationale visant à relancer le processus de paix entre Israël et la Palestine, sera utile? Alors oui, on a vu ça. Je ne sais pas si tu as observé, donc c'est notre ex-premier ministre, devenu ministre des Affaires étrangères. Il organise ça à Paris. Alors il met le processus de paix Israël-Palestine. On relance tout, ça y est. C'est un peu, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme le coup du cirque, on te ressort les meubles à chaque coup. Allez, on ressort les couverts, on ressort les machins. Allez, on va faire la paix. Les dirigeants palestiniens, malheureusement, sont tous des traîtres. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Même le Hamas, qui fait partie des frères musulmans, donc ces pauvres Palestiniens, je veux dire que ils sont mal représentés. Ils sont mal servis, mal représentés, et c'est malheureux, quoi. C'est malheureux. Voilà, donc, tout. Échec, coup d'épée dans l'eau, ça n'a aucune chance d'aboutir. J'ai jamais vu de processus de paix au Proche-Orient. On nous a parlé, il y a eu les accords de Camp David, les accords d'Oslo. Là, je parle des plus emblématiques. Et les Palestiniens, ils sont toujours niqués, quoi. Ça, alors là... les accords de... Alors, il semble qu'à Camp David, on est touché de près. Enfin, la paix était tout près. Mais il y a eu l'assassinat de Yitzhak Rabin qui a stoppé tout le processus. C'est malheureux, tout ça. Bon, enfin, l'impérialisme a encore besoin d'Israël. Ce sera peut-être pas toujours le cas, hein, mais l'impérialisme a besoin d'Israël pour soutenir Daesh. Essentiellement. Voilà. Alors quand cette affaire de Daesh sera terminée, je ne sais même pas si elle se terminera un jour, parce que l'impérialisme a intérêt à garder une plaie purulente ici, dans ce milieu-là, quoi. Bon. Il recule sur le point, par contre, du terrain militaire. Je vois beaucoup de nouvelles en ce moment. Daesh recule. Mais avec les bombardements, ça c'est sûr. Mais il recule. Tu vois, les Russes, ils ont dit, bon, c'est bon, on s'en va, puis ils sont obligés de revenir. Ils se sont dit, on a fait des accords avec nos partenaires. Mais paraît-il parce que, justement, les Américains et les Européens, enfin les Occidentaux, c'est la communauté internationale, il paraît, ils refourguent des armes à Daesh. Ils les réapprovisionnent en armes. On est un peu déçus de la politique russe, parce que quand ils parlent, les Russes parlent des Américains comme étant leurs partenaires, etc., alors que c'est leurs pires ennemis, c'est pas des partenaires du tout, et qu'ils ont cru ils ont passé un accord avec les Américains, l'accord de Genève, ils ont cru à cet accord. Tu parles que les Américains n'en ont rien à foutre. Oui, c'est ça. Ils ont signé, bonne foi, finalement. Ils sont de bonne foi. Le lendemain, les autres, ils balançaient des cargaisons d'armes modernes. Enfin, c'est n'importe quoi, ce qui est obligé aux Russes de revenir. Enfin, un jour, il faudrait quand même que les Russes ils prennent conscience de ça, quoi. Parce que les Russes ont un côté aussi, des fois, j'ai l'impression... Naïf, oui. Sur le plan de la géopolitique. Parce que quand, par exemple, ce qui s'est passé en Libye, ils étaient extrêmement naïfs, je trouve. Là, il y avait pas Poutine au pouvoir, hein. C'était en Libye, le président, c'est Medvedev. Medvedev. Oui, bien sûr. Il était Premier ministre, Poutine, seulement. D'accord. Alors là... d'accord. C'est pour ça qu'ils ont eu le carton... Medvedev, il est du parti pro-américain. C'est souvent ce qu'on nous a dit. Mais c'est vrai que la Russie, sur cette affaire de Libye, elle a été étrangement absente, silencieuse. Alors, pas Poutine personnellement, c'est vrai que Poutine a hurlé dans son coin. Voilà, il a beaucoup hurlé dans son coin. Il n'avait pas les manettes. Mais il était tout seul. Il n'était pas la Russie, c'est un régime présidentiel. Alors, on me dit, bonsoir, oncle Alain, vous parlez de l'anti-impérialisme communiste, mais le communisme soviétique
n'est-il pas un impérialisme via le Comintern et d'autres officines moins officielles? Oui, alors ça, c'est d'abord, on n'en intéressant, parle ça. plus. Oui, L'Union c'est- soviétique a vécu, donc paix à son âme, c'est du passé. Et Mais il n'a pas tort quand même ce qu'il dit sur le Comintern. là. Et donc, il y a effectivement, il y avait, sous couvert d'un internationalisme, il y avait Une volonté impérialisme, impériale faut quand même, bien- bah oui. Oui, une continuité de l'impérialisme tsariste. Hein, parce que Voilà. le tsarisme était un empire et c'était aussi un impérialisme. Et donc, l'URSS s'est chaussée dans les bottes du tsarisme pour continuer une politique impériale Parce que similaire. l'Union soviétique, en soi, c'est une construction impériale. On la compare souvent, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans notre époque, à l'Union européenne, puisque l'Union européenne, c'est quoi? C'est on prend des peuples, on leur dit, vous êtes tous ensemble, et puis vous allez tous fusionner pour créer un espèce d'homme nouveau européen. Mais Oui, l'Union enfin, moi, soviétique, elle était quand même bâtie sur le même Ouais. modèle. Non, Puisque, ouais, c'est quoi? ça, C'est des Kazakhs, des Baltes, Mais même la Russie. des machins, Je- des Kirghizes, des Ouais. Arméniens, des Azéris. Non. On a mis tout le monde, on a dit, vous allez former un homme nouveau soviétique. Mais finalement, c'était une Oui, illusion. mais la différence Ah. de taille, c'est que l'Union européenne, c'est du croupion, c'est du bidon. L'Union européenne, c'est l'impérialisme états-unien, pour Bah, la ligne. oui, mais est-ce que, Voilà, est-ce c'est que, tout. est-ce que cette Union soviétique, finalement, n'était pas un impérialisme russe? C'est un impérialisme russe, bien sûr, c'était un impérialisme russe. J'ai dit que c'était Ouais, la c'est ça, continuité c'était la de l'empire. continuité des empires tsaristes. Voilà, mais bien qui sûr, sont- mais bien sûr. Et donc la domination qu'ils exerçaient sur ce qu'eux appellent leur empire naturel, c'est-à-dire Mais l'Asie ils centrale exerçaient et la domination. l'Europe de l'Est. La domination de ce qui avait été partagé à Yalta. Ouais. Voilà, à Yalta, on avait dit, toi, anglo-saxon, t'as ça, et toi, Ruskov, t'as ça. Voilà, donc t'avais les Oui, enfin anglo-saxons. l'Asie centrale, ils l'avaient déjà prise quand même, ils n'ont pas attendu bien. L'Asie centrale, c'était... Historiquement, Historiquement, c'est le voilà. tsar qui a Voilà. été jusqu'en Alaska. Ah même. oui, bah, voilà. Voilà, donc l'URSS n'avait pas de raison de ne pas continuer. Eux, ils voulaient établir le socialisme sur la Terre, bon, ils étaient là, ils ont imposé... Il y en a certains qui pensent qu'ils ont réussi. Hein. Moi, j'ai des discussions De avec quoi certains. D'établir le socialisme sur la Terre, particulièrement en France. Il y en a qui disent que la France est un pays socialiste. Défaut d'analyse. Défaut d'analyse, toi, Défaut tu penses d'analyse. Tu penses que la France n'est pas un pays socialiste? C'est ça, ce sera un un débat, ridicule, ça. absolu. Ouais. Un ridicule. Parce Enfin, qu'ils ne seront pas d'accord, mais ils sont en train de hurler sur leur poste, Il y a de là, ils quoi sont pas pleurer. d'accord. Il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer. Bah, La France, c'est un pays qui est assujetti à l'empire financier anglo-saxon. Donc c'est le Certes. contraire du socialisme. Ah oui, mais est-ce que dans sa conception structurelle, la France, est-ce qu'elle n'est pas justement profondément socialiste, c'est-à-dire collectiviste, on va dire, elle applique ce principe du collectivisme, de l'égalité, qui Mais je devient vois de pas où c'est que l'égalitarisme. tu vas à un collectivisme, toi. Ah bah, la France, c'est quand même... Le socialisme, c'est de la propriété sociale des moyens de production. Et ça n'existe pas. Enfin, c'est... Marx, il voulait abolir la propriété privée, quand même, non? Marx voulait abolir c'est Proudhon. Question gênante. Non, J'aime bien. c'est pas ça. Je reviens. C'est Proudhon qui voulait abolir la propriété privée. Marx voulait rien faire du tout. Il n'avait aucune idée politique. Il en parle de ça. Alors, C'est Engels qui en a fait. Alors. Ouais, mais c'est Voilà. Marx, c'est Engels. Mais eux, ce qu'ils voulaient, c'est la propriété sociale des moyens de production, pas la propriété privée. Oui, mais il ne veut pas abolir la moyens de propriété production. privée. Non, sur pas Marx, du tout. à la fin. Absolument pas. Parce qu'il- c'est la propriété des moyens de production. Donc, c'est pas les propriétés privées. Puis, de toute façon, c'est pas ce qu'il y a Oui, mais là, en est-ce cours qu'on n'est pas dans aujourd'hui. une justement, si, justement. Est-ce que, justement, la propriété privée des moyens de production, elle est... Est-ce que, finalement... Je me fais l'avocat du diable, tiens, je vais reprendre l'argument Oui, des libéraux. Est-ce que, finalement, Bolloré, Dassault, François Pinault, etc., tous ces grands industriels, les patrons du CAC 40, ne sont-ils pas de simples employés de l'État, finalement? Des quoi? Des simples employés de l'État, puisque Ouais. ils sont par leurs entreprises, pour qu'elles puissent survivre, ils sont soumis à avoir des contrats d'État, puisque ce sont des marchés publics qui les font vivre. Alors évidemment, donc on revient à cette fameuse analyse
du capitalisme monopoliste d'État qui avait dénoncé le Parti communiste à l'époque, et certains, je me souviens, c'était Yarodi, qui avait dit le capitalisme monopoliste d'État peut se sublimer en socialisme. Donc je rejoins ton affaire. Sauf que on ne parlait pas à l'époque, malheureusement, et Marx en a très très peu parlé, de la finance. C'est-à-dire que le véritable capitalisme, c'est le capitalisme financier. C'est-à-dire que c'est lui qui permet d'accumuler du capital. C'est quoi le capitalisme? C'est la façon d'accumuler du capital. On accumule du capital. Aujourd'hui, accumuler du capital avec des moyens de production, c'est ridicule. Si tu veux, il n'y a que les Chinois qui peuvent, avec des tout petits salaires... Oui, mais on a confisqué les moyens privés en France. Aujourd'hui, le petit, par exemple, regarde, pour reprendre un peu cet exemple, mais la petite boulangère qui est là au coin, qui, elle, paye 33% d'impôts sur les bénéfices. Comparé à Monsieur Bolloré, qui, lui, doit payer peut-être même pas 4% d'impôts. On a vu des gars comme Total, ils ne payent 0 impôts en France. Si tu veux... C'est lui l'employé d'État, pas elle. Oui, bien sûr. Moi, je dis, pour aller un peu dans ton sens, il y en a qui... Et pour aller dans le sens contradictoire à la doxa enfin, à l'argument qui m'est souvent opposé, qui prétend que le système est libéral. On parle toujours du système libéral. Donc moi je dis, j'ai jamais vu un système libéral ici. Ah oui, justement, c'est l'inverse. Ah bah les gens qui critiquent ça, ils disent que le système n'est pas libéral. Ah bah d'accord. Alors donc là, on peut commencer à être d'accord. C'est-à-dire que si on prend par exemple la liberté d'entreprendre, la liberté d'entreprendre n'existe pratiquement plus. Oui, par exemple. Voilà. Donc, il y a plus. Donc ça, c'est ce qui ramène à ce que tu pouvais appeler le socialisme, effectivement. Donc la liberté d'entreprendre n'existe plus. Ça, c'est un fait. Les grandes entreprises, comme tu dis, du capitalisme monopoliste d'État, ne peuvent plus vivre sans l'État. Elles ne peuvent plus vivre sans l'État, voilà, exactement. Elles sont dépendantes du marché public. Elles sont dépendantes de l'État. C'est pour ça que tout ça n'a strictement rien de libéral. C'est l'anti-libéral. C'est l'anti. On est presque là dans un communisme étatisé de très, très sophistiqué. Voilà. Sauf que, si tu veux, l'URSS se trouvait, même, si tu veux, même sans le savoir et sans le vouloir, comme la Russie d'aujourd'hui, se trouvait de fait l'ennemi de l'oligarchie mondialiste anglo-saxonne, du point de vue géopolitique, si tu veux. Voilà. Comme la Russie, il y a beaucoup de Russes qui quand à la fin de l'URSS, qui pensaient « Ah oui, maintenant on est amis avec les Américains, on est le même système social, c'est terminé ». Moi, j'ai surtout fréquenté la Chine. Et j'ai parlé avec des officiels chinois, des gens de très haut niveau politique, qui me disaient « Mais maintenant, la lutte idéologique, on parlait de la lutte idéologique qu'il y avait avant, ils me disaient « Mais il n'y a plus de lutte idéologique, c'est terminé ». Et moi, j'ai essayé de leur expliquer que non seulement c'était faux, mais que la lutte idéologique était en train de s'exacerber, que c'était le contraire. Donc on avait encore à l'époque, c'était dans les années 2005, 2006, 2007, des Chinois et des Russes qui étaient d'une naïveté déconcertante, et d'une incapacité, je vais dire quasiment crasse, à produire une analyse politique. Ils n'avaient rien compris. Donc on a donc ces Russes qui, sans le vouloir et sans le savoir au début, se sont retrouvés être les ennemis de l'oligarchie mondialiste états-unienne, sans le vouloir, je dis sans le vouloir, parce que le fait même d'être russe. Le fait d'être là sur le Heartland, donc ils se sont trouvés être les amis. Donc ils sont obligés de revenir à reconcevoir une analyse. Donc Poutine a reconçu une analyse non plus comme le faisait l'URSS sur la base de deux systèmes sociaux qui sont en fait peu différents, je veux bien te l'accorder, fondamentalement. Mais lui, il a vu des choses un peu mieux quand même que l'URSS en se disant
moi, je suis pour ma nation, je défends ma nation, je défends mon intérêt national. Il a dit, Poutine, moi, je suis nationaliste. Voilà. Et là, on va revenir là-dessus, parce que ça va être le cœur du débat. C'est-à-dire que j'ai dit que les nationalistes d'aujourd'hui sont comme les communistes d'hier. Ce sont les mêmes. Hein, sauf qu'ils sont mieux que les communistes d'hier. Les communistes d'hier étaient nationalistes sans le savoir, parce qu'ils essayaient de défendre leur précaré. Quand les Vietnamiens défendaient leur pays contre l'agression impérialiste, ils étaient nationalistes et communistes. Voilà, ils étaient les deux. Donc ici, c'est sur ce thème un petit peu qu'on va continuer l'émission. Hein, quel est le jeu des nationalistes? Bon. Alors, je veux bien t'accorder, in fine, que le système monopoliste actuel et mondialiste peut ressembler à ce qu'on pouvait appeler du socialisme. Ça ressemble à une version du socialisme mondialisé. Oui. C'est comme ça que vraiment, je t'assure que certains l'abordent, et c'est assez cohérent sur pas mal d'aspects, parce que finalement ces patrons du CAC 40 se transforment et ne sont plus que des employés d'un grand système oligarchique d'État, ce serait encore des super employés, voilà, bien rémunérés. Voilà, des employés très bien rémunérés, très avantagés, très machin, mais ils ne sont que des employés. Ce sont que des employés. Et après tout, c'est vrai qu'ils sont très interchangeables. On l'avait vu avec Jean-Marie Messier. Le gars, il a quand même planté toute l'entreprise, machin. On l'a dégagé, mais il est parti avec un chèque de 30 millions d'euros. Bon, voilà, elle est belle la vie quand même. C'est des beaux employés. Donc, on peut faire un parallélisme qui peut être intéressant, mais ce n'est pas pareil. Tout est toujours différent. Il faut se méfier des décalqués. La situation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la situation d'avant. Ouais, mais pourtant, on voit bien que, tu vois, si on doit définir le sens d'un monde libéral, au sens où on l'entend, c'est-à-dire l'initiative d'entreprises privées, on lui laisse une large part, etc. Notre monde, aujourd'hui, il est anti-libéral. Absolument. Ça, on est absolument d'accord. Il est anti-libéral. Moi, j'ai dit que, pour rigoler, souvent, quand on me demande mes idées politiques, je dis que je suis libéral communiste. Voilà, donc, parce que si tu reprends les idées de Marx et d'Engels, qui ont énormément évolué entre le manifeste communiste de 1848 et puis ce qu'a fait Engels, et puis derrière Lénine, qu'est-ce qu'il a pu en tirer. Le manifeste communiste de 1848, c'est un manifeste libéral. C'est l'essence même du libéralisme, puisque dans le manifeste communiste, ils disent, nous, on veut abolir l'État et le salariat. Tu vois ? On veut abolir l'État et le salariat. Donc, ils veulent abolir exactement ce que veulent faire les libéraux. Hein, c'est exactement le but des libéraux. Et c'était à l'époque, entre Tocqueville et Marx, il y avait peu de différence. Donc et quand on voit, si tu veux, le communisme tel qu'il était expliqué quand j'étais au Parti communiste, qui était expliqué d'ailleurs comme étant une utopie, et quelque chose qui n'était pas réellement faisable, et le socialisme. Alors le communisme, on disait quoi? Le communisme, c'était à chacun selon ses besoins et de chacun selon ses possibilités. Ça, la belle société communiste. Et par contre, le socialisme, c'est la propriété sociale des moyens de production et d'échange. Point à la ligne. C'est brut de fonderie. Si tu veux, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et que... c'est le socialiste qui a gagné, alors, parce qu'aujourd'hui, on est dans la propriété sociale des moyens de production. Quasiment. Et donc, le communisme... Le communisme n'a jamais existé. Enfin, c'était une utopie qui n'a jamais vu le jour. Les autres disaient, ouais, vous êtes des... Toutes les expériences communistes à travers le monde, on peut dire qu'il n'y en a aucune qui s'est réalisée vraiment. Non, c'est-à-dire Cuba, la Chine, les pays dits communistes. C'est les pays dits communistes, c'est pas mal. Non, mais je sais bien. Avec les musulmans, mais pourquoi ça s'est pas pourquoi ça s'est pas réalisé? C'est moi, j'ai fait une émission que personne n'a compris, malheureusement, et j'ai expliqué qu'on avait changé de paradigme déjà. On a changé de paradigme. Est-ce que c'est pas parce que le communisme, finalement... Nous, on va y arriver, le communisme, finalement, tu vois, finalement, quand je balance des noms de pays qui prétendent avoir réalisé l'idéal communiste,
Il y a que des pays qui font peur, en fait, c'est un peu ça. Finalement, ils ont pas alors, Corée du Nord, des- Cuba, la Chine, l'Algérie, enfin peut-être des pays, voilà, les pays communistes. Bon, c'est quand même l'Algérie communiste, bon, Non, vite jamais, fait. Un peu jamais. quand même, ils sont un peu communistes, ils sont un peu communistes. Le FLN était dans toutes les... Regarde, tu me l'as rappelé à juste titre tout à l'heure, tu me disais que le FLN était très communiste d'inspiration, nationaliste et communiste, les deux à la fois. Et ils ont eu d'ailleurs des grands liens avec après, les Russes, après, par la suite, etc. Après, les Amerlocs ont mis la main dessus. Mais, Voilà. mais donc, si tu veux, le communisme est un paradigme complètement différent et ne pourrait être établi que dans des conditions. Et c'est les conditions qui font des sociétés. J'ai dit comment l'esclavage est arrivé, parce qu'on a inventé l'agriculture. Il n'y aurait pas eu d'esclavage sans agriculture, si tu veux. Donc ce sont les conditions techniques qui conduisent les sociétés. Donc tu peux faire toutes les révolutions que tu veux, ça ne changera jamais rien. Ça changera jamais rien. Par contre, là, la société de réseau, elle est déjà en place, si tu veux, et le fait que l'information ne soit plus une information verticale, mais horizontale, c'est-à-dire détenue par tout le monde, eh bien ça, la société a déjà changé. Alors, on s'en rend pas compte, parce que quand il y a une bifurcation, je prends toujours l'idée de la bifurcation, hein, si tu veux, hein. Une bifurcation, tu suis une voie, un paradigme. Le paradigme, il a sa logique. Il va droit, et tout d'un coup, ça bifurque. Paf, t'as eu un petit truc, ça, hein, tu vois, hein, c'est Ilya Prigogine qui a beaucoup parlé de la bifurcation, ça bifurque, ça va comme ça. Mais quand t'es au début, il n'y a pas grande différence. Il faut du temps pour voir que c'est loin, pour voir que ça s'est écarté. Donc aujourd'hui, on a bifurqué, la révolution, elle est faite. C'est pas la peine, elle est faite, la révolution. Ne bougez plus, elle est faite. Donc, on est parti dans une autre logique. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de tensions, de combats, etc. Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a eu 1789? Il y a eu une petite bifurcation. Parce qu'il y a eu la bourgeoisie. La bourgeoisie n'avait pas le pouvoir. Elle n'avait pas le pouvoir en France. Tu vois? Et donc, il y a eu, c'est comme un tremblement de terre quand il y a la tectonique des plaques. Tu vois, ça pousse, puis après, il y a un ajustement, si tu veux. Le prurite révolutionnaire, c'est l'ajustement. Changement de pouvoir. Les pseudo-révolutions ne sont que des coups d'État. Ce sont que des coups d'État. Tu prends un groupe qui a le pouvoir, tu mets un autre groupe qui a le pouvoir. Point à la ligne. Aucune pseudo-révolution n'a changé quoi que ce soit. Quoi que ce soit. La révolution russe, alors, c'est quoi alors? Ils n'ont rien changé. La preuve en est... C'est un est... coup d'État aussi, alors? Oui, c'est un coup d'État. La preuve en est, c'est quand ils ont décidé eux-mêmes d'arrêter les frais, ils sont revenus exactement comme au départ. Donc ça n'a jamais rien changé. Les Soviétiques n'ont jamais créé un homme nouveau. Rien. Ils ont peut-être échoué, en fait, mais ils ont tenté quand même. Mais ils ont tenté plus ou moins. Pendant 80 ans, il n'y avait pas de religion, machin. Oui, enfin, il n'y avait pas de religion. Attends, quand même. Était pour chasser en Oui, alors, attends, on va revenir à Staline, parce que tu vois que Staline, aujourd'hui, en Russie, c'est le dirigeant historique le plus populaire. Aimé. Oui, c'est vrai. Voilà. Je suis au courant. Voilà. Quelque chose d'ailleurs très incompréhensible pour nous occidentaux, moi, c'est pas, parce qu'on voit ils se baladent avec des portraits de Staline dans les commémorations, tout ça. Quelque chose d'ailleurs encore. Ah bon. On en revient à leur grande guerre patriotique, qui est fondatrice, plus que la révolution d'octobre. C'est que quand les Allemands sont aux portes de Moscou, tu vois, donc là, qu'est-ce que le discours de Staline? C'est quoi la patrie en danger? La patrie en danger, point. Il ne parle que de la mère patrie. C'est là où on voit l'affiche avec la mère patrie. La mère patrie, tout à fait. Voilà, la mère patrie. Et il parle pas de défendre le communisme. Il rétablit l'armée russe. Il rétablit les grades de l'armée russe. Il rétablit le ruban de Saint-Georges. Il rétablit les prêtres dans les armées. Tu comprends? Et donc, et là, les Russes se lancent à défendre la mère patrie contre l'envahisseur traditionnel germain, quoi. Voilà. Staline, il se prend pour Alexandre Nevsky, et c'est là que les Russes y gagnent.
Parce que tant que c'était des commissaires du peuple et qu'il n'y avait plus de grade, il n'y avait plus rien, et que le communisme, bah, les Allemands, ils rentraient comme dans du beurre. Voilà. Et donc... tu veux dire que Staline, en fait, pour qu'il puisse gagner la guerre, il a dû rétablir, en fait, une partie de ce qui était vraiment la Russie. Voilà, il l'a fait. Et il l'a fait, et il l'a fait, et c'est comme ça qu'il a gagné la guerre. Et que tu vois que Poutine fait référence souvent à ça, dans un but nationaliste. Alors, Poutine, est-ce que tu es d'accord avec moi aussi? Est-ce que lui, justement, il a cette espèce de rôle d'être une espèce de lien, de trait d'union entre, justement, ce passé de, on va dire, cette Union soviétique du passé et la Russie. C'est-à-dire, quelque part, j'ai envie de dire, lui, c'est réconciliation, hein, voilà, entre... c'est ce que nous, on fait. C'est pas de la blague, réconciliation toute seule, réconciliation entre les communistes, on va dire, le passé soviétique et le passé tsariste, c'est-à-dire la Russie éternelle, voilà, la continuité, etc. Et il prend les deux en lui et il dit... Ça, c'est la Russie. Là son génie. Et il dit, je suis russe et je suis les deux à la fois. En gros, ce serait, je suis communiste et je suis tsariste, en fait. C'est un peu caricature, mais est-ce que tu communiste bon. Mais et c'est pour ça que quand on voit les défilés sur la place rouge le 9 mai, tu vois les drapeaux rouges, la Foxy et le marteau. Tu vois, et donc, aucun Russe tu ne vas pas trouver de Russes qui vont cracher sur ce passé soviétique. Il n'y en a pratiquement pas, quoi, si tu veux. Tu vois, mais qui ne vont pas cracher non plus sur le passé tsariste. Et eux, ils ont réussi à faire cette synthèse. C'est ce que je regrette en France, c'est qu'il y a des gens qui crachent sur la Révolution française, mais la Révolution française, c'était aussi un mouvement national contre les interventions étrangères. Donc, nous, en fait, on n'a pas encore fait cette synthèse de dire, voilà, le vrai on admet. C'est celui qui va faire la synthèse entre l'esprit républicain, on va dire, qui est né de la Révolution française et qu'assumerait l'ancien régime, la France, France d'avant la Révolution. Et qui ferait le lien entre les deux en disant, mais moi j'assume la France, l'ancien régime, et j'assume la France républicaine. Moi je pourrais le faire. J'ai mis sur le bandeau de ma page Facebook, il y a à gauche, il y a un drapeau bleu avec 3 fleurs de lys. Ça beaucoup les gens parce que vous avez mis Jeanne d'Arc et il y a Jeanne d'Arc au milieu et il y a un drapeau rouge et il y a un drapeau national. Voilà, exactement. On va dire. Moi, je veux qu'il y ait cette synthèse. Et la République, je veux qu'il y ait donc qu'on parle. Je t'ai proposé un jour de faire ici de parler de la guerre de 100 ans, mais j'en parlerai, on a déjà parlé de Jeanne la Pucelle, etc., si tu veux, parce qu'on a parlé aussi du moment où il y a eu une conscience nationale. La conscience nationale, c'est venu pendant la guerre de 100 ans, et donc on ne peut pas rejeter ça, parce que c'est extrêmement important d'assimiler notre histoire, si tu veux. L'histoire de France n'a pas commencé en 1789, mais n'a pas commencé non plus avec le baptême de Clovis. Mais elle s'est réalisée continuellement, si tu veux. Cette histoire de France. Et on ne peut pas rejeter l'histoire de France, quoi. Moi, j'habite devant la basilique Saint-Denis, à chaque fois, je suis émerveillé. Donc, c'est l'histoire de France. Donc, on ne peut pas rejeter, on ne peut pas opposer les républicains de l'an 2, ceux qui se sont battus contre les hordes germaniques ou contre les Anglais, ou tout, qui était le peuple, enfin. C'était une armée du peuple qui s'est battue contre l'invasion étrangère. On ne peut pas les jeter à la poubelle, ces gens-là. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils allaient au combat en disant « Vive la nation ». Leur cri, c'était « Vive la nation, vive la nation ». Je rappellerai que leurs ennemis, ils disaient « Vive le roi ». Et que les royalistes, ils étaient à Clobance. Donc, voilà. Moi, je défends cette... Mais je ne suis pas anti-royaliste. Ah mais dis-le bien, parce qu'ils seront... On a beaucoup de royalistes, là. Oui, mais d'accord. Je pense que t'es un républicain acharné, tu vois. Non, moi, je suis pour une synthèse nationale et je suis pour qu'il y ait un sursaut national, comme il y a eu pendant
l'occupation, où il y avait des royalistes qui ont adhéré au Parti communiste, des gens de l'Action française ont adhéré au Parti communiste, de manière à pouvoir participer au combat. Donc j'aimerais qu'on en revienne à ce point de vue-là et qu'on arrête de cracher sur nos 3 couleurs, sur la Marseillaise et nos valeurs nationales, puisque c'est du suicide. C'est du suicide. Tu vas quoi? Tu vas mobiliser les Français en crachant sur les symboles nationaux. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors par contre, qu'on sorte un drapeau à fleur de lys, moi je suis pas contre. Qu'on ressorte aussi un drapeau rouge. Parce que le drapeau rouge, il est français aussi. Ah ouais? Ah bah, je l'ai dit ici plusieurs fois. Ah bah non, c'est bien de le préciser. Tu sais d'où est venu le drapeau rouge? Je le dis en 5 minutes. Vas-y, explique. Bon, ça, c'était pendant les journées révolutionnaires au début, si tu veux, où il y avait encore des troupes royales. Hein, et le peuple, tu sais que les premiers jours, il y a eu des massacres. Hein, les chevaux légers, ils rentraient dans la foule et puis ils sabraient les gens, donc les femmes, les enfants, etc. Et donc, l'habitude, c'était quand les troupes royales hissaient le drapeau rouge, ça voulait dire pas de quartier. Ah ouais. Voilà. Donc quand t'avais les mecs qui allaient charger, ils hissaient le drapeau rouge, les gens savaient que c'est pas de quartier et ils seraient massacrés. Voilà. Et donc, les Parisiens, ils ont dit, nous on va faire pareil. On va hisser le drapeau rouge et on fera pas de quartier, on coupera les têtes. Donc ils sont sortis aussi avec le drapeau rouge en face. Et donc le drapeau rouge est devenu un peu l'emblème, un peu des radicaux, si tu veux. Et donc, bon, ça a été mis, ce drapeau rouge est ressorti en 1830 et surtout en 1848, si tu veux. Et en 1848, le drapeau rouge a failli devenir le drapeau français, tu vois. Parce que les blanquistes voulaient imposer le drapeau rouge comme drapeau français en disant le drapeau tricolore, il s'est commis de l'autre côté, du côté de Louis-Philippe. Si tu veux, voilà. Mais bon, finalement, la révolution de 1848 a accouché aussi d'une autre république bourgeoise et capitaliste autant que l'autre, donc ils ont dit pas de drapeau rouge. Et ensuite, le drapeau rouge est redevenu l'emblème des communards. Voilà. Voilà. Mais Lénine est sur un drapeau de la Commune de Paris. Donc le drapeau rouge est français. C'est pour ça que je l'ai mis sur ma... J'ai mis 3 drapeaux français. Ça va plaire, va plaire à certains. Alors, oui, parce que les communards, c'était des nationalistes. Alors justement, en plus, il y a une question qui est un peu de ce niveau-là. On me dit, que pensez-vous de l'alliance entre le socialisme et le capitalisme que nous voyons aujourd'hui et qui permettra de réaliser une vieille lune marxiste, abolir le salariat, mais à travers l'ubérisation de la société? Les marxismes ont-ils gagné? Ah bah oui, c'est face au public. C'est un peu de la boïcha, ça. Ah bah il a pas tout à fait tort. Moi je suis désolé quand il dit finalement, est-ce que cette alliance ne va pas mener à l'abolition du salariat? D'abord, l'abolition du salariat, c'est une utopie à la fois libérale et à la fois communiste. J'ai dit, les communistes sont pour l'abolition de l'État et du salariat. Voilà. Et c'est ce qui va arriver un jour. Peut-être que là, ce qu'on entend parler aujourd'hui beaucoup avec le salaire à vie, le revenu de base, le salaire à vie, le revenu de base, est-ce que c'est pas le début de l'abolition du salariat? Est-ce que c'est pas le début? Finalement, il a pas raison, justement, dans ce qu'il dit. Mais... Il y en a beaucoup qui pensent à ce qu'il dit. Hein. Il n'est pas tout seul, hein, je te le garantis. Enfin, parce que c'est pas le début. C'est une piste, quand même. C'est-à-dire que c'est une piste d'une abolition du salariat, quelque part. De dire, on va donner la même chose à tout le monde, et tu n'auras plus besoin de travailler. Quand on va donner la même chose à tout le monde, on n'en aura pas beaucoup. Mais de toute façon, il faudra bien des salariés, il faudra des cireurs de bottes, faudra des balayeurs de rue, faudra faire marcher quelques usines pour monter des trucs. Faut voir, les prolétaires, les salariés sont des travailleurs immigrés, quoi. Voilà, mais effectivement, il peut y avoir une tendance de dire on filera une poignée de queue de cerise à tout le monde, et puis tout le monde... Et après, on les force à travailler. C'est-à-dire, dans un premier temps, tout le monde sera content, vous allez prendre vos petits trucs, et puis dans un deuxième temps, on va vous dire, oui, mais maintenant, si vous voulez toucher votre truc, il va falloir faire ce qu'on vous dit. L'ubérisation, c'est quelque chose de libéral, donc c'est pas quelque chose de socialiste. C'est l'inverse.
Ouais. Libéral, mais Uber, Bah ouais. c'est toujours un salarié, celui qui est sur Uber. Parce qu'on lui Oui, fait mais croire qu'il est c'est du libéral, faux, mais il a un peut-être patron, du faux, c'est pas c'est lui. du faux libéral. Bah voilà, c'est encore un libéralisme Mais d'État, ça. tout n'est que tromperie. Mm. Tout n'est que tromperie. On trompe les gens pour des tas de trucs. On les met sur des fausses pistes. On les fait s'acharner sur des conneries. Le principal, c'est qu'on a une oligarchie mondialiste, on a un État financier qui est les États-Unis. Cet État financier qui fonctionne avec une monnaie privée qui est le dollar et qui impose ses vues à tout le monde. Bien sûr, c'est ça le point. Le reste qui est ubérisation, je sais pas quoi. Tout ça, c'est de l'anecdote. Nous, le message qu'on voudrait passer aujourd'hui, ici, c'est on doit récupérer notre indépendance nationale. On doit résister, on doit récupérer notre indépendance nationale. Voilà. Et on doit résister à ce qu'on nous impose. Et que la loi El Khomri, c'est une loi imposée par l'oligarchie financière. Et ceux qui disent, sans avoir tout compris, mais qui disent « Ah ouais, mais on me pique mes lois sociales », ils ont raison d'aller dans la rue. Parce que les lois sociales, elles ont été arrachées de haute lutte et que on ne veut plus entendre parler de ça, quoi. Si tu veux, l'ubérisation, c'est de dire on vire les lois sociales, tu vois. Bah, oui. oui. La réalité est compliquée. Eh ben, tu sais quoi, on va faire une pause parce que La réalité est compliquée. Il y a rien qui est la ça. régie, elle est vraie d'œil, leur passe vite, et puis on revient parce qu'on fait du thé. Et puis on revient juste après, c'est la libre antenne, voilà, machin, vous pourrez caricaturer comme vous voulez, je vais vous donner de l'eau à boudre. Ah, mon cher Maurice. Allez, on y va, à vous la régie.